Le récit que vous allez entendre est construit comme une intrigue passionnante. Pourtant, rien n'y est inventé. L'histoire, les lieux et les personnages ont tous réellement existé. J'ai pris soin de vérifier chaque fait historique. Je vous emmène au milieu du XVIIIe siècle en Amérique du Nord, dans l'actuelle Pennsylvanie. Là où les Canadiens français se heurtent à l'expansion des colons britanniques. C'est un épisode clé de l'histoire de l'Amérique qui s'est joué sous les forêts denses et escarpées de la vallée de l'Ohio. Un événement tragique, presque invisible sur le moment, mais qui va déclencher l'une des guerres les plus violentes que le monde ait connues, la guerre de 7 ans. Installez-vous confortablement. Votre voyage dans l'histoire commence. Voici 1754, l'affaire Jumonville. À l'automne 1753, les petits forts français situés entre le lac Erie et la vallée de l'Ohio vivaient au rythme habituel des garnisons isolées. À Fort-le-Bœuf, des soldats réparaient les palissades, d'autres transportaient des barriques et les charpentiers frappaient sur les poutres. L'endroit n'était guère qu'un avant-poste, mais il marquait la présence française dans cette région disputée. Le commandant de ce fort, Jacques Legardeur de Saint-Pierre, un officier respecté, recevait régulièrement des messages et des rapports. Depuis quelques mois, les nouvelles étaient de plus en plus claires. Les Anglais de Virginie cherchaient à s'avancer vers l'Ohio. Des chasseurs canadiens rapportaient avoir vu des repérages anglais. Des alliés amérindiens signalaient du mouvement du côté des montagnes. Un jour de décembre, un jeune officier anglais arriva au fort. George Washington, porteur d'un message officiel du gouverneur de Virginie. Saint-Pierre le reçut avec courtoisie. Washington demandait que les Français quittent la vallée, au nom du roi d'Angleterre. Saint-Pierre répondit calmement qu'il ne partirait pas, qu'il transmettrait la lettre à ses supérieurs, mais qu'il suivait les ordres du roi de France. Le lendemain, Washington repartit. Et les Français restèrent convaincus que les Anglais reviendraient avec d'autres intentions. Quelques mois plus tard, au printemps 1754, la situation changea brusquement. Un grand détachement français arriva dans la région, mené par un officier d'expérience, Claude-Pierre Pécody de Contrecoeur. Il venait avec des soldats, des ouvriers et des ordres clairs. Construire un fort solide à la confluence de deux grandes rivières, l'Allegheny et la Monongahela. Ce fort serait nommé Fort Duquesne. Les travaux commencèrent immédiatement. On abattait des arbres, on creusait la terre humide, on montait les murs. Le fort était destiné à protéger l'accès à l'Ohio et à affirmer la présence française. Contrecoeur savait que Washington avait déjà tenté une démarche diplomatique. Il supposait, à raison, que les Anglais reviendraient bientôt. Autour du fort, les relations avec les nations amérindiennes restaient tendues. Le chef Mingo, Tanna Grison, influent dans la vallée, était de plus en plus hostile aux Français. Contrecoeur cherchait à maintenir la paix, mais il savait que Tanna Grison penchait vers les Anglais. 23 mai 1754. Contrecoeur convoque l'un de ses officiers. Le jeune Joseph Coulon de Villiers de Jumonville. Il est sérieux et discipliné. Il se fit remettre un ordre clair,
aller rencontrer les Anglais qui approchaient et leur lire une lettre officielle les invitant à se retirer. C'était une mission diplomatique. Jumonville devait porter un message. Pas de raid, pas de violence, pas d'attaque. Il partit le lendemain avec une trentaine d'hommes. La marche se fit sous une pluie presque constante. Les sentiers sont boueux, les troncs glissants, la progression assez lente. Les hommes restent prudents, mais Jumonville est confiant. Il porte un document officiel et scellé. Il pense que les Anglais vont l'écouter. Le 27 mai, fin de journée, le détachement français trouve refuge dans un petit ravin entouré de hautes pentes boisées. La pluie tombe, encore et toujours. Une pluie drue. Les hommes montent quelques abris simples, allument un feu à couvert et posent leurs mousquets contre les troncs. Certains parlent doucement, d'autres se reposent. La forêt semble calme, malgré un petit vent. Des bruits avaient été entendus plus tôt, mais rien de clairement inquiétant. Jumonville prévoit de repartir à l'aube. À la première lumière de ce 28 mai, alors que la brume glisse encore entre les arbres, un coup de feu retentit. Puis un second. Les Français se redressent, surpris. Tout le monde cherche son arme. Des silhouettes apparaissent en hauteur sur les pentes du ravin. Des hommes en vêtements anglais, accompagnés de guerriers Mingo. Ils tirent depuis des positions avantageuses. Le détachement de Jumonville est encerclé. La fusillade ne dure que quelques minutes. Les Français, surpris, se défendent comme ils peuvent. Mais la situation est désespérée. Plusieurs tombent, les autres se rendent. Jumonville est blessé. Il tente de se faire entendre. Il répète qu'il a une sommation à lire et qu'il n'est pas un ennemi, il est un diplomate. Mais le combat est trop bref. Il a été trop confus. Personne ne l'écoute. La fusillade s'interrompt. Les prisonniers sont rassemblés. Jumonville est étendu au sol, il respire encore. C'est alors que Tanagrisson, le chef indien Mingo, s'approche. Il marmonne quelques mots dans sa langue, puis, brusquement, il frappe Jumonville d'un coup de tomahawk. Jumonville meurt sur le coup. Après la fusillade, la forêt retombe dans un silence épais. La brume du matin s'accroche encore aux branches et l'odeur de poudre reste suspendue dans l'air humide. Washington, debout sur la pente du ravin, n'a pas encore pris la mesure de ce qui vient de se passer. Il voit ses hommes rassembler les prisonniers français et vérifier leurs armes. Il voit Tanagrisson impassible, le regard fixe sur le corps du pauvre Jumonville. Personne ne parle vraiment. Ni cri de victoire, ni agitation. Juste ce silence lourd et gênant. Washington savait qu'il venait de déclencher quelque chose d'important, mais il ne savait pas encore quoi. Washington apprit
Ce que Tanna Grissom avait fait quelques minutes après la fusillade. Un milicien s'est alors approché de lui hésitant. « Sir, le chef Mingo, il a... » « Il a quoi ?»« Il a frappé l'officier français. »« Comment ça ? Il l'a achevé. Il l'a tué ? » ?»« Oui, il l'a tué. » Washington reste un instant immobile. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Tanna Grissom, lui, ne semble pas troublé. Quand Washington l'interroge, le chef répond calmement. « Les Français veulent prendre nos terres. Nous ne pouvons pas les laisser faire. » Pour Tanna Grissom, ce geste avait une signification claire, montrer aux Anglais que les Mingo étaient décidés à les soutenir et montrer aux Français qu'ils ne reculeraient pas devant eux. Mais pour Washington, cela compliquait tout. Un officier français vient d'être tué de manière brutale, et c'est lui, Washington, qui va devoir rapporter les faits et les assumer. Le petit groupe se remit en route, en prenant la direction des Great Meadows, là où les miliciens ont commencé à établir un camp. La pluie reprit, régulière, épaisse. Les hommes marchèrent dans la boue, fatigués et nerveux. Washington ne disait rien, absorbé par ce qu'il allait devoir expliquer à ses supérieurs. Il savait que la mission française menée par Jumonville était diplomatique, et que maintenant le messager, le diplomate, était mort. Quand ils arrivèrent enfin au camp, les miliciens déjà sur place virent les prisonniers français encadrés par les soldats virginiens. L'atmosphère se tendit aussitôt. Chacun comprenait que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Washington convoqua ses officiers. Il fallait décider de la suite. La tente était trempée et éclairée par une seule lanterne. Évidemment, les visages étaient tendus. Personne ne le disait, mais tous savaient que la mort de Jumonville allait provoquer une réponse française. Et cette réponse serait certainement immédiate, puissante, et surtout probablement écrasante. Washington, du haut de ses seulement 21 ans, prit la parole d'une voix calme. « Nous devons rester ici. Nous n'avons pas la force de nous déplacer, alors nous allons tenir. » Les hommes acquiescèrent sans grand enthousiasme. On improvisa alors une petite palissade circulaire, très sommaire, avec au centre un magasin pour conserver les vivres et entreposer les armes et les munitions. Plus tard, cet endroit serait connu sous le nom de Fort Necessity, un nom qui parle de lui-même. Washington tentait de maintenir le moral. Il parlait aux hommes, organisait des tours de garde, il évaluait les vivres, mais il voyait bien que ce fort bâti à la va-vite ne pourrait pas résister longtemps. Pendant ce temps, les prisonniers français, fatigués, silencieux, attendaient. Ils connaissaient les forces de leur propre camp. Ils savaient que Fort-Duquesne n'était qu'à quelques jours de marche, et qu'une réaction serait inévitable. Et en effet, à Fort-Duquesne, justement, l'annonce de la mort de Jumonville fit l'effet d'une décharge. Contrecœur rassembla immédiatement ses officiers, dont Louis Coulon de Villiers, le frère cadet de Jumonville. Ce dernier demanda à mener lui-même l'expédition punitive, et bien sûr, son commandant accepta. Une troupe solide se forma. Soldats réguliers, troupes de la marine, miliciens canadiens et alliés amérindiens. Le convoi de la vengeance partit sous un ciel sombre. Les pluies récentes rendaient les chemins traîtres, mais cela importait peu. Les éclaireurs canadiens ouvraient la marche, silencieux. Ils connaissaient les sentiers, l'humidité, ainsi que les pièges des sous-bois. À mesure qu'ils progressaient, ils repéraient des traces anglaises. Empreintes, restes de feu, là un éclat de métal abandonné. La direction était claire pour eux. Chaque heure qui passait, ils s'approchaient des Great Meadows.
Fort Necessity, 3 juillet 1754. Au matin, un craquement se fit entendre dans la forêt, puis un deuxième. Washington se tourna vers les bois. Les silhouettes françaises apparurent positionnées sur les hauteurs, exactement là où la prairie rejoignait la pente. Coulon de Villiers avait choisi une stratégie claire. Ne pas s'approcher du fort, mais l'attaquer de loin, sous la protection des arbres, depuis la pente. Le fort anglais était en contrebas, à découvert, dans une clairière qui devenait une cuvette d'eau sous la pluie. Les Français tirèrent les premiers, des salves régulières et disciplinées qui forçaient les Anglais à se baisser. Washington donna l'ordre de riposter. Les miliciens tirèrent à travers les ouvertures des palissades. Mais leurs tirs manquaient souvent leur cible. La pluie avait détrempé la poudre. La fumée stagnait dans l'air lourd, et leur position était trop basse. Pendant des heures, le combat continua. Les Français, abrités par les arbres, visaient méthodiquement. Les Anglais, exposés, tiraient en retour, mais avec une efficacité tellement limitée. Le fort se transformait en bourbier. Les hommes glissaient en circulant, d'autres tombaient blessés. Certains tentaient désespérément de garder leur fusil au sec sous leur manteau. Washington circulait entre ses hommes, courant d'un point à l'autre, encourageant, organisant, maintenant l'ordre autant que possible, mais la pluie ne cessait jamais. Les tranchées débordaient. La prairie se transforma en marécage. Et les Français continuaient à tirer, réguliers, infatigables. Au milieu de l'après-midi, Washington comprit qu'il ne pourrait pas tenir jusqu'au lendemain. Vers la fin de la journée, alors que la pluie redoublait, un officier français s'avança, avec un drapeau blanc. Il proposa à Washington de négocier. Washington accepta. Un abri fut improvisé, 2 toiles tendues au-dessus d'une table sous un rideau de pluie. À la lumière tremblante d'une lanterne, Coulon de Villiers fit présenter les articles de capitulation. Les Français offraient des conditions honorables. Les Anglais pouvaient repartir librement, armes légères en main, mais devaient abandonner l'artillerie et libérer les prisonniers français. Washington fit venir son interprète, Jacob Van Braham. Dans le texte, un mot apparaissait. L'assassinat du sieur de Jumonville. Un mot lourd, grave et juridiquement puissant. Mais Van Braham, fatigué, trempé, stressé, épuisé, traduisit mal le terme. Il le rendit en anglais comme « The Death of Jumonville », une formulation neutre, moins accusatrice. Washington, ignorant le terme exact, signa. Il venait sans le savoir de reconnaître officiellement un assassinat. Les Français le savaient et les Anglais non. Ce document devient ensuite une pièce majeure, polémique, instrument de propagande et surtout élément diplomatique circulant jusque dans les cours d'Europe. Au matin du 4 juillet, la pluie s'était calmée. Les Anglais quittèrent Fort Necessity, armes légères en main, tandis que les Français récupéraient le fort détrempé. Les prisonniers furent libérés. Washington marchait en tête de sa colonne, épuisé, trempé, amaigri, mais vivant. Il ne savait pas encore que le document qu'il venait de signer lui collerait à la peau pendant des années. Il ne savait pas encore que la France allait l'accuser d'un acte honteux, ni même que l'Angleterre
ne le défendrait qu'à moitié à ce sujet. Bientôt, toute l'Europe lirait des rapports contradictoires, version contre version. Mais pour l'heure, il marchait simplement dans la boue, espérant n'avoir plus à revoir ce fort. L'affaire Jumonville était close, mais la terrible guerre de 7 ans, elle, venait de commencer. Voilà, vous venez d'écouter mon récit, le récit que j'ai composé sur l'affaire Jumonville, cet épisode décisif, un peu connu aux États-Unis, mais quand même moins connu en France, et qui va pourtant déclencher l'un des conflits les plus vastes du XVIIIe siècle. Dans une vallée noyée de pluie, entre un fort improvisé et une clairière devenue bourbier, un jeune officier de 21 ans a signé un document qu'il ne comprenait pas entièrement. Et c'est ainsi qu'un simple incident de frontière s'est transformé en scandale diplomatique, puis en guerre mondiale, puisque la guerre de 7 ans, elle n'a pas ce surnom, ce qualificatif, mais elle est en quelques points, beaucoup d'historiens s'accordent à le dire, en quelque sorte la première guerre mondiale. Voilà. Alors je vous invite à écouter prochainement donc un épisode que je vais faire qui sera la suite en fait directe de l'épisode que vous venez d'écouter. Nous quitterons l'intimité du ravin et la tension de Fort Necessity et nous suivrons les conséquences de cette défaite, les réactions des deux empires et le destin de ceux qui ont survécu. Merci de m'avoir écouté, et si vous aimez ce format, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à vous abonner à mon compte, à ce compte YouTube, à partager aussi mes vidéos et mon compte et me laisser un petit commentaire. C'est ce qui permet à ces histoires de continuer à vivre. À très bientôt pour la suite de ces voyages dans l'histoire.